Monsieur l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka, bonjour à vous. Bonjour Et et je vous remercie de m'avoir. merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation au lendemain de l'attaque balistique de grande ampleur lancée hier par l'Iran contre le territoire israélien et à quelques heures de l'entrée de Rosh Hashanah. Shana Tova à vous. Shana Tova à toute notre audience. C'est votre première prise de parole publique après ces événements majeurs. Merci d'avoir choisi Radio J pour vous exprimer. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'Iran a déclaré hier la guerre à Israël en envoyant 180 missiles balistiques ? L'Iran a déclaré la guerre à Israël depuis longtemps. Ça fait des années que l'Iran essaye de tuer des Israéliens, essaye de nous attaquer. Le fait qu'il n'ait pas réussi jusqu'à présent ne veut pas dire qu'ils n'ont pas déclaré la guerre. On parlait jusque-là de la guerre entre les guerres. C'était une guerre entre les guerres, effectivement, mais c'était simplement parce qu'ils n'avaient pas réussi. Vous savez, les Iraniens, depuis toujours, ont essayé de tuer des Israéliens, ont essayé de tuer des hommes politiciens israéliens, des ambassadeurs, de faire tomber nos ambassades, de liquider des touristes israéliens ou des hommes d'affaires israéliens. Donc ce n'est pas nouveau. Simplement, ce qui a changé depuis avril jusqu'à présent, c'est qu'ils le font directement. Oui. Mais ça a toujours été fait. Les Iraniens ont échoué hier ? Et bien sûr, 180 missiles ont été tirés. La seule victime, la pauvre victime, c'était un jeune Palestinien qui se promenait dans la rue, qui a reçu un missile sur la tête. Oui, ils ont échoué complètement. Le prix sera terrible. C'est ce que vous avez écrit hier à 20h53 sur le réseau social X. L'Iran a commis une grave erreur ce soir et en paiera le prix, a averti de son côté le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Cette riposte israélienne visera-t-elle nécessairement le territoire iranien ? Je ne peux pas vous le dire, je ne fais pas partie de ceux qui prennent la décision à ce sujet. Je sais que cette riposte sera une riposte qui fera payer un prix important à l'Iran. C'est dommage, c'est triste, c'est une situation dans laquelle nous aurions préféré ne pas nous trouver. Mais le fait est que l'Iran nous a attaqués la deuxième fois directement de son territoire et aucun pays ne peut se permettre de ne répondre à une telle attaque. Et cette riposte aura lieu à court terme, dans un délai court ? Je ne sais pas. Franchement, c'est des questions qu'il faut présenter directement au Premier ministre, parce qu'en fin de compte, c'est lui qui va décider de cela. Mais je n'imagine pas que c'est une riposte qui va attendre des mois. Est-ce que les infrastructures énergétiques et nucléaires iraniennes sont, de votre point de vue, des cibles légitimes pour la défense israélienne ? Encore une fois, sur le principe en tout cas. Sur le principe, l'Iran a tiré sur tout le territoire israélien. Mais il n'y avait pas une partie du territoire israélien hier qui n'était pas directement ciblée. Mes enfants étaient dans des abris pendant toute la soirée, Oui. Et ils n'habitent pas ni à côté de bases militaires, ni d'autres infrastructures, quelles qu'elles soient. Donc tout le territoire était ciblé. Il est clair que ce qu'a fait l'Iran est un précédent qui va peut-être se retourner contre eux. Les forces israéliennes et américaines ont collaboré hier soir pour parer à l'attaque iranienne. Est-ce que les deux États participeront ensuite à la riposte ? Est-ce en tout cas le vœu de l'état-major diplomatique, politique et militaire israélien ? Premièrement, ce n'étaient pas seulement les Américains et les Israéliens. On va y revenir tout à l'heure, notamment sur la France. Il y a la France, il y avait la Jordanie qui a dit de façon ouverte hier pour la première fois qu'elle avait arrêté des missiles, elle avait bloqué des missiles qui avaient été tirés par l'Iran qui étaient en chemin vers Israël. Donc, il y a une coalition de pays qui participent à la défense d'Israël. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pour ce que sera de la riposte, je ne sais pas encore. C'est des choses qui sont discutées, négociées entre les armées. Mais c'est un vœu israélien ? C'est un vœu israélien. Vous savez, si les États-Unis se joignent à nous, c'est un message qui sera totalement différent pour l'Iran. Des déclarations américaines ont été faites hier. Le président a dit de façon très claire qu'il avait commandé à ses forces de discuter avec Israël de la possibilité de riposte. Alors donc, j'imagine que c'est quelque chose qui peut très bien se passer. C'est aussi l'avenir de la dissuasion israélienne et américaine au Moyen-Orient qui se joue là, dans ces heures décisives ? Dissuasion israélienne-américaine a existé. Elle existe toujours. Bon, c'est vrai qu'hier, les Iraniens... ils semblent n'ont pas vraiment compris les messages qui leur avaient été présentés jusqu'à présent, si c'est par des messages qui ont été envoyés directement. Vous confirmez ce qui a été publié dans le Wall Street Journal à propos des avertissements israéliens ? Vous savez, des avertissements israéliens, les échanges de dissuasion ne se font pas obligatoirement par des échanges verbaux.
Par exemple, l'attaque israélienne contre le Yémen était un message qui a été envoyé aussi à l'Iran. Ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe au Liban sont aussi des messages. Dans le langage stratégique, les messages ne sont pas toujours verbaux. Et je pense que les Iraniens ont très bien compris les messages qui ont été délivrés jusqu'à présent. Et je sais que d'autres messages ont été délivrés aussi par des pays, qu'ils soient occidentaux et d'autres, pour faire comprendre aux Iraniens qu'il serait une très grave erreur d'attaquer Israël de la façon dont ils l'ont fait hier. Est-ce que les dirigeants de la République islamique sont aujourd'hui des cibles que vous considérez comme légitimes, comme ont pu l'être Hassan Nasrallah ou Ismaël Haniyeh? D'abord, Nasrallah et Haniyeh étaient des dirigeants d'organisations terroristes. L'Iran est un pays. Et vous considérez l'Iran comme un État terroriste? Comme un État qui soutient le terrorisme, oui, et qui utilise le terrorisme, effectivement, mais c'est quand même un pays. Alors, encore une fois, c'est ce genre de décision qui serait prise directement par le Premier ministre. Ça m'étonnerait que les dirigeants de l'Iran comme tel soient sur des listes, mais c'est pas une décision à laquelle je participerai ou le ministère des Affaires étrangères participerait, franchement. L'offensive terrestre israélienne au Sud-Liban a pour nom ordre nouveau ou nouvel ordre. Au regard de l'accélération des événements ces dernières semaines au Proche-Orient, monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'Israël ambitionne qu'un nouvel ordre régional, cette fois, émerge par la force, là où la diplomatie a jusque-là échoué? Est-ce qu'on se trouve devant une opportunité stratégique de rebattre un peu les cartes au Moyen-Orient? D'abord, l'utilisation de la force se fait dans un espèce de continuum, c'est-à-dire la diplomatie toujours est au début. Si elle échoue, on utilise la force. Mais la force ne peut pas être le dernier mot. Il faut toujours ensuite utiliser la diplomatie pour fermer un événement. Alors donc, si la force est utilisée, ça ne veut pas dire que la diplomatie a échoué ou échouera entièrement. Ça veut dire que là, pour l'instant, on n'a pas encore réussi. Et il faudra utiliser la diplomatie encore une fois que l'utilisation de la force aura atteint son but. Notre but au Liban est clair. Repousser les terroristes du Hezbollah de notre frontière, ne pas leur permettre de pouvoir menacer nos citoyens que nous voulons qu'ils puissent rentrer à leur maison, parce que ça fait déjà 1 an que entre 60 et 70 000 Israéliens n'habitent pas chez eux sur notre frontière du Nord. Et une fois qu'on aura repoussé les terroristes du Hezbollah, on pourra se retirer et on pourra permettre aux Libanais de revivre normalement. Et au-delà du Liban, pour revenir à ma question sur vous savez, la scène régionale plus largement? Ces questions plus larges ne sont pas vraiment des questions qui seront dirigées par Israël. C'est la réponse. Effectivement, la disparition de Nasrallah, la disparition de la menace du Hamas comme telle, le fait que l'Iran a déjà utilisé la plupart de ses proxys pourrait permettre le début d'un changement fondamental au Moyen-Orient. Et pour cela, il faut aussi faire comprendre aux Iraniens qu'ils ne peuvent pas continuer à utiliser le terrorisme et la déstabilisation comme moyen naturel ou presque légitime de diplomatie ou d'influence. Vous direz que l'Iran se trouve actuellement, aujourd'hui, même après la frappe d'hier, devant une impasse stratégique? Ça fait, je pense, en tout cas, vous savez, ça fait quelques années que je me suis occupé du dossier iranien. Je pense qu'aujourd'hui, l'Iran se trouve dans une impasse, effectivement, parce que elle a choisi son camp dans une guerre qui est beaucoup plus large entre l'Occident et la Russie. Elle a décidé d'utiliser la force contre Israël. Elle a rejeté l'idée d'utiliser la diplomatie pour résoudre certains problèmes. Et en plus, elle continue d'utiliser le terrorisme comme un moyen légitime d'influencer les acteurs avec lesquels les acteurs internationaux avec lesquels elle a des échanges. Ce qui est totalement inacceptable dans les affaires internationales. L'Iran est aussi encore sous sanctions internationales à cause de son problème nucléaire. Alors oui, il y a une certaine impasse. La façon avec laquelle l'Iran pourrait sortir de cette impasse serait d'arrêter, de changer son comportement, de changer son comportement nucléaire, de changer son comportement régional et de vivre en paix avec ses voisins.
Ce serait la chose la plus simple. Mais effectivement, tant qu'elle ne changera pas de d'une façon fondamentale cette façon de se conduire, les choses continueront mal pour elle. Monsieur l'ambassadeur, vous avez présenté vos lettres de créance au président de la République le 17 septembre dernier. Depuis, Hassan Nasrallah a été éliminé. Une incursion terrestre israélienne a été lancée au sud-Liban. Et l'Iran a donc visé massivement Israël hier par des missiles balistiques. Sur ces 3 événements, évidemment, à mettre en rapport, comment jugez-vous la position de la diplomatie française ? Est-ce qu'il y a des mots que vous auriez attendus et qui ont manqué ? Ou est-ce que vous retenez surtout la participation, certes mineure, mais néanmoins notable, de la défense française à la réaction militaire occidentale à l'attaque iranienne hier ? Bon, d'abord, il y a le fait que la France ait participé à la défense d'Israël, ce n'est pas un événement minime. C'est un événement très important. Ça prouve la volonté de la France de vouloir aider un allié, de vouloir aider un pays ami qui est Israël. Secondo, il faut lire aussi le communiqué qui a été publié hier nuit, je dirais, par le président et par le Quai d'Orsay. Je vais lire, si vous le permettez, monsieur l'ambassadeur. Emmanuel Macron a, je cite, condamné avec la plus grande fermeté les nouvelles attaques de l'Iran contre Israël. Donc c'est une déclaration publiée dans un communiqué, publié un peu avant 2h du matin et à l'issue d'un conseil de défense. Est-ce que c'était une réaction un peu tardive ou on a tort de se focaliser parfois sur l'accessoire alors que l'essentiel était là ? Non, il faut regarder l'essentiel. C'est tardif, c'est parce que j'imagine que le président a eu de longues discussions pour comprendre exactement ce qui s'était passé, pour voir quel était le résultat de l'attaque iranienne, etc. Donc c'est tout à fait normal. Si le président décide de faire un communiqué à 2h du matin, c'est qu'il a travaillé jusqu'à 2h du matin. Et donc... Il faut regarder vraiment l'essentiel. Et l'essentiel, c'est pour la première fois une déclaration vraiment très claire condamnant l'Iran, parlant aussi du Hezbollah, le nommant comme responsable de ce qui se passe dans le Nord. Et donc, je pense que c'est une déclaration, si on ajoute ça, on couple ça avec le fait que la France est venue à l'aide d'Israël, c'est 2 choses qui sont très importantes et qui prouvent les deux la volonté de la France d'être vraiment un ami d'Israël. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence aujourd'hui à New York pour discuter de la situation d'escalade au Proche et au Moyen-Orient. Qu'est-ce que vous en attendez, monsieur l'ambassadeur ? Est-ce que le Conseil peut à la fois contraindre le Hezbollah à respecter la résolution 1701 et par ailleurs condamner l'attaque de l'Iran ? Est-ce que vous pouvez réellement attendre cela à la fois de la Chine et a fortiori de la Russie ? Vous savez, malheureusement, l'ONU comme organisation n'est pas une organisation qui joue un rôle très positif toujours. C'est vrai que maintenant, effectivement, si le Conseil de sécurité va discuter de la question, nous espérons qu'il y aura sinon une résolution, au moins une déclaration commune qui appellera l'Iran d'arrêter, de changer sa conduite et aussi qui appellera cette organisation terroriste qu'est le Hezbollah de mettre en œuvre complètement la résolution de 2006 1701 qui appelle justement à toutes les forces qui ne sont pas l'armée libanaise de ne pas être présentes au sud du fleuve Litani qui est à 40 km de la frontière israélienne. Comment est-ce que vous réagissez, monsieur l'ambassadeur, à la proposition faite il y a quelques jours par le Premier ministre libanais d'installer, ce qui était attendu depuis longtemps, éventuellement l'armée libanaise justement au sud-Liban ? Est-ce que ça pourrait convenir aux intérêts israéliens ? Malheureusement, nous ne sommes pas dans une situation pour l'instant dans laquelle nous pouvons entièrement faire confiance à l'armée libanaise. Nous aimerions que l'armée libanaise soit capable d'enforcer la résolution 1701. Pour cela, elle a besoin de l'aide de la communauté internationale. Vous savez, si jamais il y avait un conflit entre l'armée libanaise et le Hezbollah, malheureusement, l'armée libanaise ne ferait pas le poids. Donc vous ne seriez pas défavorable à une aide militaire de l'armée faite à l'armée libanaise ? La 1701 dit d'une façon très claire que la seule puissance, la seule armée qui peut être présente au sud du Liban, c'est l'armée libanaise. Donc, si quelqu'un peut l'aider à faire leur travail, ce serait bien. Pour l'instant, ils doivent le vouloir. Et je ne pense pas qu'il y ait cette volonté entre l'armée libanaise, cette volonté de l'armée libanaise de vouloir renforcer justement la résolution 1701 parce que ça voudrait dire qu'ils seraient en conflit avec le Hezbollah. Ils ne sont pas vraiment capables d'être en conflit avec le Hezbollah. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a décidé de déclarer le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, persona non grata en Israël. C'est une décision forte
peut-être inédite, vous me contredirez peut-être, dans la relation entre l'État hébreu et le plus haut responsable des Nations Unies. Israël Katz fustige l'incapacité d'Antonio Guterres à, je cite, condamner sans équivoque l'attaque massive d'hier de l'Iran. Voici le message qu'a posté justement Antonio Guterres. Je condamne l'élargissement du conflit au Moyen-Orient. Escalade après escalade, cela doit cesser. Nous avons absolument besoin d'un cessez-le-feu. Fin de citation. Antonio Guterres est-il, monsieur l'ambassadeur, aujourd'hui un adversaire d'Israël ? D'abord, je voudrais commencer par condamner la condamnation, qui n'est pas vraiment une condamnation de Guterres. Parce que vous savez, quand un État est attaqué par 180 missiles par un autre État, sans aucune provocation, la première chose serait être de dire c'est inacceptable. Il est incapable de le faire. Vous savez, l'ONU, comme je l'ai dit auparavant, n'a pas toujours joué un rôle très positif quant à le rôle qu'il doit jouer pour mener à bien une politique de paix au Moyen-Orient. Par exemple, ça a mis à l'ONU des mois d'accepter de dire qu'il y avait eu, par exemple, des violences sexuelles contre des Israéliennes le 7 octobre. Le fait que l'ONU est incapable de définir le Hamas ou le Hezbollah comme des organisations terroristes est ridicule. Alors, il serait bien que l'ONU et même, je dirais, d'autres dirigeants internationaux appellent les choses comme elles sont. Il y a des organisations terroristes qui utilisent le terrorisme. Elles doivent être condamnées d'une façon très claire. Si la communauté internationale voudrait vraiment amener la paix dans notre région, il faut d'abord comprendre les choses et ensuite les appeler comme elles sont. Un mot sur, et pas qu'un d'ailleurs, sur l'attentat qui a fait 7 morts hier en Israël, à Jaffa, près de Tel Aviv, à la suite d'une fusillade. Les terroristes provenaient de Judée-Samarie. On se souvient également de l'attentat manqué à la bombe à Tel Aviv en août dernier et qui a manqué miraculeusement. Le terroriste provenait là de la région de Naplouse. Est-ce que vous craignez la possibilité d'une extension des tensions dans cette zone, en particulier à l'occasion des fêtes juives de Tishri ? D'abord, chaque année, autour des fêtes des Juifs de Tishri, il y a toujours cette crainte. Il y a une tension qui monte. Nos organisations de sécurité font beaucoup plus attention, sont beaucoup plus éveillées afin de prévoir s'il est possible des actes de terrorisme comme on a vu hier soir. Ensuite, il faut comprendre que ce qu'il se passe en Cisjordanie est le résultat d'une politique iranienne. Ça fait déjà plus de 2 ans que l'Iran essaye de déstabiliser la Cisjordanie en utilisant des transferts d'armes, de financement vers des individuels ou bien le Hamas ou d'autres organisations terroristes. Et donc, il faut regarder ça d'une façon beaucoup plus large. Et c'est pour ça que je dis que tant que l'Iran ne changera pas sa conduite, les choses ne changeront pas fondamentalement dans notre région. Alors oui, c'est clair que nous devons faire attention beaucoup plus, surtout pendant les périodes de fête, mais pas seulement pendant les périodes de fête. Il y a d'une façon régulière des attentats qui commencent et qui sont la plupart du temps bloqués, qui échouent, mais ça ne veut pas dire que les terroristes palestiniens, les terroristes qui sont armés, financés et soutenus par l'Iran, n'essayent pas toujours de perpétuer des actes de terrorisme. 2 dernières courtes questions, monsieur l'ambassadeur. L'Iran frappera toutes les infrastructures d'Israël s'il est attaqué en riposte à ces lancements de missiles. Avertissement lancé par le chef d'état-major de l'armée iranienne, le général de division Mohammad Bagheri. Par ailleurs, l'ambassade d'Israël à Stockholm a été visée hier soir par des coups de feu qui n'ont pas fait de blessés. 2 explosions ont eu lieu ce matin, en outre, près de l'ambassade d'Israël au Danemark. Pas de blessés, là aussi, n'a été recensé. On se souvient que le Hezbollah et l'Iran avaient réagi à l'élimination par Israël en 92 du secrétaire général du Hezbollah, Abbas Moussavi, en fomentant un attentat suicide devant l'ambassade d'Israël en Argentine. Le bilan avait été de 29 morts et de 242 blessés. Est-ce que vous considérez qu'au vu de ces difficultés sur le terrain, le Hezbollah, avec l'aide peut-être de l'Iran, pourrait tenter de riposter à l'élimination d'Hassan Nasrallah en visant des cibles israéliennes ou juives dans le monde plutôt qu'en Israël ? Aucun doute. Aucun doute qu'ils essaieront. Aucun doute qu'ils ont essayé. Hein. Parce que vous savez, c'est bien que M. Bagheri parle au futur, mais l'Iran a essayé de viser. Alors, s'ils avaient réussi, ils n'auraient pas besoin de parler au futur. L'Iran n'arrête pas d'essayer. Ça fait des années que l'Iran essaye justement de viser des infrastructures militaires civiles. Ça fait des années que l'Iran essaie d'assassiner des diplomates israéliens, et une fois qu'ils ne réussissent pas, ils vont vers
Des hommes d'affaires israéliens, on a vu ça en Géorgie, Oui. on a vu ça à Chypre, on a vu ça à différents endroits. Et quand ils n'arrivent pas à assassiner des hommes d'affaires israéliens, ils vont vers des touristes israéliens. On a vu ça en Turquie. Et quand ils n'arrivent pas à assassiner des touristes israéliens, ils essayent de s'en prendre aux communautés juives. On a vu ça en Allemagne, par exemple. Il y a également un danger en France? Bah, je pense que, vous savez, l'Iran ne s'arrêtera pas tant ou bien il y aura un changement fondamental dans ce régime, ou bien ils comprendront d'une façon très fondamentale que c'est pour leur intérêt de changer leur façon de se conduire. Il y a un danger partout. Partout. Là où nous nous trouvons en tant qu'Israéliens, et pas seulement, comme je le disais, s'ils ne réussissent pas à tuer des Israéliens, ils s'en prennent aux communautés juives. Malheureusement, il y a un danger partout, mais ce que je voudrais dire au sujet de la France, c'est que vous êtes dans un pays qui protège ses citoyens. Et je n'ai aucun doute que la République française fait tout en son pouvoir pour justement empêcher les Iraniens de mettre à bien des plans d'attaque, que ce soit contre mon ambassade, contre moi-même, contre les diplomates israéliens ou contre la communauté juive. L'année 5784 a démarré dans le sang et les larmes du 7 octobre. Elle s'achève avec un risque accru de guerre régionale sur plusieurs fronts. Monsieur l'ambassadeur, quel vœu adressez-vous aujourd'hui à la communauté juive de France qui vous écoute aujourd'hui? Premièrement, de paix. Nous en avons tous besoin. Oui. De paix et d'amitié. Vous savez, cette année a été une année terrible, l'année la plus difficile qu'Israël ait connue depuis sa création, et je pense que l'année la plus difficile que le peuple juif ait vécue depuis la Shoah. Alors d'abord, quand c'est l'année la plus terrible, on ne peut que monter. L'année prochaine sera meilleure. Amen. Et le fait que, vous savez, on a découvert cette année d'une façon extraordinaire l'unité. L'unité à l'intérieur d'Israël, l'unité entre les communautés juives et Israël, l'unité à l'intérieur des communautés juives, et c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai qu'on découvre des fois les beaux traits, si c'est des personnes ou bien des communautés, dans les périodes les plus difficiles, et je pense que c'est ce que nous avons vécu cette année. Et ce que j'aimerais souhaiter, c'est que cette unité se renforce et que la paix vienne, et qu'avec la paix, tout change. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka, d'avoir été avec nous. Au nom de toute la radio et de la communauté juive, Shana Tova. Shana Tova.